Je suis déjà en retard de 2 minutes. Merde. Ok. Bienvenue à tous. On commence par un truc... Voilà. Alors, il faut faire des sourires, même dans le fond. Ouais, super. Merci. Ça me permet de compter après. Puis j'ai un logiciel de reconnaissance faciale, ça me permet de vous envoyer des mails directement, c'est super. Bon, c'est pas vrai. Donc, on va parler de la gestion du cas de votre vendredi noir. Au-delà des logs, d'ailleurs, ça peut concerner autre chose. Je posterai les slides après, il n'y a que des slides sur cette session. Je posterai les slides après, donc si vous voulez me suivre sur mon Twitter d'Adouné, n'hésitez pas. Pendant la session, vous pouvez poser des questions sur le site qui s'appelle slido.com. Vous verrez dans le bas de page des slides, c'est répété sans arrêt. Ce truc-là, et vous pouvez voter pour les questions des autres. À la fin, s'il reste du temps, je répondrai aux questions que vous avez posées. Si jamais j'ai pas le temps, ce qui est probable, de répondre aux questions, du coup, je répondrai sur Twitter aux questions que vous avez posées. Ok ? Donc n'hésitez pas, slido.com, Elastic. Donc je m'appelle David Pilato, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur et évangéliste chez Elastic. J'ai travaillé beaucoup sur Elasticsearch. Alors j'ai découvert le projet en 2011 quand je travaillais à la douane et j'ai mis en place NoSQL et Elasticsearch à la douane. Et après j'ai commencé à vraiment aimer le projet et puis à me dire tiens il faudrait que je contribue un peu, donc j'ai fait un petit peu de documentation, j'ai commencé à développer des plugins, des Rivers, pour ceux qui ont connu les anciennes versions d'Elastic. Ça s'appelait les Rivers à l'époque, donc je travaillais là-dessus. Et puis j'ai rejoint la société en 2013, où là j'ai quand même un peu plus travaillé sur les plugins en particulier, les plugins open source. Puis depuis le début 2017, je suis évangéliste, c'est ce qui fait que je fais beaucoup moins de commits. Ça se voit dans mes contributions au projet. Sauf l'été, quand je m'arrête de voyager, du coup j'ai un peu plus de temps pour travailler. Donc c'est ce qu'on fait. On va parcourir un certain nombre de steps pendant cette session, donc parler un peu de la plateforme, ce qu'on peut faire, et surtout ce qui va vous intéresser le plus, je pense, c'est comment on size un petit peu Elasticsearch, quelques bonnes pratiques à avoir au-delà de tout ça. Alors, on peut fabriquer beaucoup de choses avec la suite Elastic. D'abord, qui ne connaît pas du tout la suite Elastic, de façon générale? 1, 2, 3 personnes. Ok. J'ai fini mon travail d'évangélisation en France, je n'ai plus besoin de venir parler, c'est super. Elastic est surtout connu pour Elasticsearch, donc le moteur de recherche, mais ça fait plein d'autres choses. En fait, avec la stack, on peut faire plein d'autres choses. Donc on peut faire de la recherche, effectivement, search, comme on dit, outside the box, chercher un restaurant dans une ville, chercher un modèle de voiture, chercher n'importe quel type de données que vous pouvez indexer, de la vie dans l'univers, ça serait sympa ça. Donc vraiment, c'est une des fonctionnalités qu'on peut couvrir avec la suite Elastic. On a annoncé il y a 2 jours qu'on a fait l'acquisition de la boîte qui s'appelle SwiftType, qui fournit du Search as a Service basé sur Elasticsearch, donc ça tombe bien, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait l'acquisition. Non seulement leur implémentation est très sympa, mais en plus, évidemment, ils nous utilisent. Donc ça permet de remplacer des use cases du style le Google Site Search qui disparaît ou le Google Search Appliance que vous aviez à une époque. Tout ça maintenant avec SwiftType, on va packager tout l'ensemble, mais déjà ça marche. Vous pouvez avoir accès à ces fonctionnalités-là. Donc Search as a Service qui est nouveau. Avec Elastic, la stack, on peut faire du logging. Voilà, n'importe quel type de log applicatif, log métier, log technique, que sais-je, du métrique, des security analytics. Alors on a fait un partenariat avec ArcSight qui permet de déverser avec Logstash les données d'ArcSight pour faire du SIEM dans de l'Elasticsearch, donc c'est super pratique. Si vous connaissez la série Mr. Robot, mercredi dernier, ils ont diffusé le fait que Mr. Robot utilisait Kibana et la suite Elastic de l'époque. C'est super bien documenté ce qu'ils font. La version 3 de Kibana à l'époque, pour traquer un problème qu'il avait à traquer. Donc on est super content de ça, super content que ce soit sorti. On fait aussi de l'application performance monitoring. On a fait l'acquisition de la boîte qui s'appelle Hopbit, qui permet d'avoir des agents pour l'instant qui sont en Python et Node.js. Il y en aura d'autres à venir,
Mais en gros, ça collecte toutes les données de votre code pendant qu'il s'exécute, et puis ça envoie tout ça dans un Elasticsearch, et on commence, enfin on a même quasiment fini l'intégration, les premières versions dans Kibana de tout ça. Ça vous donne même accès aux commits qui ont commencé à ralentir un peu votre application, donc c'est assez sympa ce truc-là. Tout ça, vous pouvez le faire tourner par vous-même, ou vous pouvez utiliser notre offre qui s'appelle l'offre Cloud Entreprise, qui vous permet de faire tourner toute cette stack sur votre infrastructure et fournir du Search as a Service, du Logging as a Service, du BI as a Service, du Data as a Service, du What have you as a Service, ce que vous voulez dans l'entreprise, assez facilement. Donc vous provisionnez en quelques clics une stack complète indépendantes les unes des autres pour votre organisation. Si vous ne voulez pas faire ça vous-même, on peut l'héberger pour vous. On a l'offre SaaS, Cloud by Elastic, qui n'est pas du tout la même chose que Elasticsearch par AWS. Ce n'est pas la même chose du tout. Il n'y a pas les mêmes fonctionnalités. Il n'y a pas XPack dont je vais parler un petit peu tout à l'heure, notamment. Bref, vous pouvez déployer aujourd'hui sur AWS et Google Compute Platform, comme vous voulez, cette stack. Alors, en parlant de la stack, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la data chez nous, comment ça se passe. En fait, tout commence de la partie collecte. Vous avez de la donnée quelque part et il va falloir la collecter pour ensuite pouvoir vous en servir plus tard. Alors, on a pour ça quelque chose qui s'appelle les bits. Les composants bits, ce sont des petits agents qui se mettent sur vos serveurs, là où la donnée est produite, je dirais. Et puis, si vous voulez récupérer des fichiers de log qui sont émis par votre application, votre MySQL, que sais-je encore, vous pouvez utiliser FileBit qui va collecter ces fichiers de log. Vous voulez collecter des métriques de la plateforme ou des applicatifs, vous pouvez utiliser MetricBit qui va collecter sans arrêt toutes ces affaires-là et les shipper vers une destination qu'on va voir après. PacketBit va se mettre à l'écoute de la carte réseau, il va faire du Wireshark. Si vous avez du MySQL, du HTTP, toutes les requêtes qu'il voit passer, il les indexe. Et comme ça, vous savez dire quelles sont les requêtes les plus lentes de votre système. Donc ce genre de choses que vous pouvez faire. Votre composant, il y a plein de composants bits qui existent, la communauté en fabrique aussi beaucoup, donc il y a pas mal de choses sympas. Une fois que la donnée est collectée, en fait, elle est en gros envoyée sous forme de document JSON à Elasticsearch. Donc Elasticsearch, c'est le cœur de la stack, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une plateforme dans laquelle vous envoyez des documents en format JSON via une API REST. Ils sont indexés, vous pouvez faire du GET, vous pouvez faire de la recherche, des analytics en temps réel. C'est très très rapide. En fonction de la taille des documents que vous avez, vous allez avoir des réponses en quelques millisecondes ou peut-être une seconde si les documents sont un peu plus gros, mais l'idée c'est à peu près, en tout cas c'est d'être rapide, quel que soit le volume. Alors le problème c'est que c'est du JSON et généralement on n'aime pas mettre ça dans les mains de nos utilisateurs finaux, parce que c'est un peu pénible de faire du curl quand on est quelqu'un du marketing par exemple. Donc on préfère leur fournir un outil qui s'appelle Kibana. Kibana c'est l'outil de visualisation de la stack. Ça permet notamment d'interroger Elasticsearch et de lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as en ce moment Et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans la capture de Mr. Robot. En fait, c'est voilà, je comprends ce qu'il y a dans mes données. Vous pouvez le mettre dans des gros écrans sur votre Network Operation Center si vous voulez, hein, comme ça, c'est pas mal. Alors, ça c'est bien. Il y a un petit souci quand même, c'est que quand on va collecter des logs ici et qu'on va les envoyer vers Elasticsearch, il y a de fortes chances que vos logs ne soient pas structurés. Que ça soit plutôt des lignes plates, ce n'est pas directement du document JSON que vous capturez dans les logs, malheureusement. Donc il faut sans doute les parser et les enrichir et extraire de l'information intéressante pour vous pour ça. Donc pour ça, on a Logstash. Et Logstash, c'est notre ETL. Donc il permet de lire depuis la source ici qui va être FileBit. On stream les logs non plus vers Elasticsearch mais vers Logstash. Logstash, on fait de la transformation ici. Donc transformation, c'est j'applique des expressions régulières, j'extrais sous forme de données structurées mon contenu. Si j'ai une adresse IP, je peux appliquer un filtre JYP qui va me permettre de récupérer les coordonnées latitude-longitude qui correspondent à l'adresse IP. Si j'ai une chaîne de caractères du style user agent, je veux savoir exactement quel est le type de navigateur, quel est le type d'OS sur lequel il tourne, quelles sont versions mineures, majeures, etc. Donc tout ça, ces filtres-là vont permettre de résoudre ça. C'est un peu lourd comme traitement.
Et c'est une des raisons pour lesquelles on vous déconseille de mettre Logstash directement sur les machines qui collectent la donnée. Vous ne voulez pas mettre un Logstash à tourner directement sur vos serveurs web HTTP, par exemple, sur vos frontaux, ça va dégrader leur performance. Donc c'est plutôt un truc qu'on met un peu dans le back-end, il y a la collecte, et on délègue ça à une ou plusieurs instances Logstash, pourquoi pas, pour traiter ce flux. Et évidemment, Logstash, ensuite, il va écrire dans Elasticsearch. Alors comme c'est un ETL, Logstash, il sait aussi lire depuis d'autres sources. Vous pouvez l'utiliser, la plateforme, pour dire moi j'ai des données qui viennent d'un data store, une base de données relationnelle, de Twitter, de sensor, d'API web, qu'importe. Je peux aussi collecter de la donnée d'un autre protocole que Bits. Et pareil, envoyer vers Elasticsearch. Vous pouvez aussi émettre vers d'autres destinations qu'Elasticsearch. C'est le but d'un ETL, c'est pas que Elasticsearch. Donc vous pouvez dire, par exemple, mes logs, c'est des logs de prod, j'ai une contrainte réglementaire qui fait que je dois garder mes logs 3 ans dans un système, mais je sais que je ne vais pas faire des recherches sur 3 ans dans Elasticsearch, ça ne me sert à rien de conserver 3 ans de données dans Elasticsearch, ça va me coûter trop cher. Donc je dis, dans Logstash, non seulement j'envoie dans Elasticsearch, et puis on parlera tout à l'heure de la stratégie de comment on purge de la donnée dans Elasticsearch, mais on va dire qu'on va garder, 7 jours de log dans Elasticsearch, mais en même temps, je les archive dans S3, par exemple, Amazon, pour dire, ça y est, ils seront stockés là pendant 3 ans dans un autre système. Donc vous pouvez faire les deux. Vous pouvez envoyer vers Kafka pour faire du traitement après de la même donnée par un autre système tiers autre qu'Elasticsearch, pourquoi pas. Pardon. De temps en temps, on a des clients qui mettent aussi un système de messagerie asynchrone entre les composants bits ou d'autres systèmes et Logstash. Ça permet notamment de distribuer un peu mieux le travail peut-être sur Logstash, pourquoi pas. Et ça permet aussi de régler certains cas, par exemple metric bit. C'est quelque chose qui juste émet de la donnée en espérant que que Logstash puisse la traiter. En général, metric bit, il n'a pas besoin de passer par Logstash, il peut directement envoyer Elasticsearch. Donc mon exemple n'est pas tout à fait réel, mais imaginons que vous vouliez quand même faire un truc de ce type-là. Metric bit, une fois que la donnée elle est émise, on considère que Logstash est capable de la traiter et qu'il n'y aura pas de soucis particuliers. Du coup, des clients peuvent mettre du Kafka entre les deux pour être sûr que, quoi qu'il arrive, même si Logstash se plante à un moment, on reprendra bien le traitement de la donnée, on ne perdra aucun métrique, etc. Dans la version 6 de Logstash, maintenant, on a un système de queue interne persistée ici, ce qui fait que quand vous envoyez de la donnée, normalement, vous n'avez même plus besoin de mettre ce truc intermédiaire parce que nous, elle est persistée et quand Logstash va redémarrer, il va reprendre là où il en était. Elles sont persistées, mais par contre, elles ne sont pas distribuées. C'est la différence avec Kafka. Kafka, au moins, il va distribuer la donnée, même si on perd le nœud, la donnée sera quand même disponible ailleurs. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc ça c'est tout la suite open source. Vous pouvez tout faire ça gratuitement sur votre système. Si vous voulez rajouter des fonctionnalités supplémentaires, vous avez la possibilité de rajouter Xpack. Xpack, c'est notre offre commerciale. C'est pas open source cette partie-là. Ça se rajoute sur la stack. Ça veut dire que ça s'enlève aussi. Le jour où vous voulez vous désengager de nous, vous avez juste à enlever le plugin et puis c'est bon. Ça apporte des fonctionnalités supplémentaires de sécurisation, d'alerting, de reporting, de monitoring de l'ensemble de la stack, des API de graph et des API de machine learning aussi, qui sont très sympas. On a 3 types de licences. On a une licence basique qui est free, donc qui est gratuite. Vous avez juste à en donner votre email. Et ça vous déverrouille certaines fonctionnalités. Par exemple, dans Kibana, si vous faites sur une map, vous visualisez des documents sur une map, vous allez pouvoir aller jusqu'à 18 niveaux de zoom, alors que là, vous êtes limité à 10 ou 8 niveaux de zoom par défaut sans Xpack, basique. Logstash ArcSight module dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est dans Basic, dans la licence basique. Le Grok Debugger aussi, si vous faites du Logstash et que vous voulez faire débugger vos expressions régulières, le Grok Debugger est accessible dans Xpack basique. Il y a un Upgrade Assistant que vous installez sur la version 5.6 d'Elasticsearch aussi et qui va vous dire tout ce qui va bien pour pouvoir migrer ou tout ce qui ne va pas pour migrer en version 6, avec des petits outils où vous avez à cliquer pour faire des réindexations de vos index s'il faut. Enfin, tout est en ligne, c'est pareil, tout ça c'est dans Basic.
Et le monitoring, pour ceux qui le connaissaient déjà, il y avait déjà du monitoring de Elasticsearch et Kibana. Et maintenant, il y a aussi le monitoring de Logstash et même des pipelines Logstash, comment s'exécute à l'intérieur du pipeline, où est-ce que ça ralentit, etc. Tout ça, c'est dans XPack Basic. Voilà. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir du Gold et du Platinum, on leur fournit même maintenant dans notre cloud.elastic.co une instance de monitoring, ce qui fait que nos clients n'ont même plus besoin de déployer du monitoring eux-mêmes. Ils shippent juste leurs données de monitoring chez nous, s'ils veulent, s'ils acceptent évidemment. Et puis du coup, nous, on a accès à leurs données de monitoring, ce qui est très pratique pour le support, pour interagir avec eux et savoir ce qui s'est passé sur leur cluster. Voilà, présentation, vous savez à peu près ce qu'on fait et ce qu'on a fabriqué. Alors les questions, c'est... le nerf de la guerre, c'est un peu Elasticsearch quand même, c'est comment je fais pour sizer mon Elasticsearch. Alors qu'est-ce que je dois comprendre pour arriver à faire ça? On va parler un petit peu de terminologie. Pour ceux qui ne connaissent pas Elasticsearch, donc, il y a d'abord une notion, c'est que les données auxquelles on va accéder tournent à l'intérieur d'un cluster. Et un cluster est composé de un ou plusieurs serveurs physiques. Et sur un serveur physique, en général, on fait tourner un nœud Elasticsearch. C'est très rare qu'on en fasse tourner plus qu'un seul. Donc quand vous démarrez une instance d'Elasticsearch, vous avez un nœud. Quand vous envoyez des documents à l'indexation vers Elasticsearch, en fait, vous envoyez le document pour qu'il soit indexé dans un index. Un index, c'est un regroupement logique de vos documents qui partagent le même nom d'index et qui partagent aussi la même définition et le même schéma. Donc vous pouvez avoir un index pour Twitter et puis un index pour les logs qui sont des use cases complètement différents, c'est multitenant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on a dit qu'Elasticsearch était quand même un système distribué. Et ben, pour distribuer la donnée, on découpe l'index logique en partitions physiques. Donc ici, par exemple, on dit que l'index Twitter, on l'a découpé en 5 partitions physiques différentes. L'index log, on l'a découpé en 2 partitions physiques différentes. Ce qu'on appelle les shards dans Elasticsearch. Chaque shard, c'est une instance de Lucene, d'Apache Lucene qu'on utilise dans le cadre d'Elasticsearch. Alors ce qu'on fait chez nous, c'est que, contrairement à d'autres projets, c'est qu'on fait le découpage en shards à l'avance. C'est-à-dire qu'au moment où vous créez l'index, on a déjà découpé les shards. On ne va pas faire du late splitting, où on va essayer de tout recalculer et tout rebouger tous les shards, on fait pas ça. Nous, on fait ça à l'avance. Ce qu'on appelle le early data splitting, d'ailleurs, on appelle ça comme ça. Ça va poser quelques soucis, on va voir tout à l'heure, mais ça nous permet de résoudre pas mal de problèmes. Alors là, on a un seul nœud démarré. Comme c'est extensible, on peut démarrer un deuxième nœud. Mais ce que va faire Elasticsearch quand il a un deuxième nœud, c'est qu'il va répartir les shards sur le cluster. Il va dire, maintenant j'ai un petit bout de Twitter ici, j'ai un autre bout de Twitter ici, un autre bout de Twitter ici, mais j'ai aussi un bout de Twitter là et un autre bout de Twitter là. Et puis mes documents ont été séparés. Ça va permettre de redistribuer la charge déjà. Parce qu'évidemment, je n'ai plus, quand je vais interroger mon index Twitter, je ne vais plus interroger 5 shards sur la même machine physique, mais 3 instances de Lucene ici et 2 instances de Lucene ici. Donc j'ai déjà réparti un petit peu ma charge. Il y a un petit souci, c'est qu'évidemment, si je perds un nœud, je n'ai plus accès à toute ma donnée. Ça, c'est un petit problème. Alors c'est pas grave, ça continuera à fonctionner au niveau de la recherche, il vous donnera juste des résultats partiels. Au niveau de l'indexation, on ne pourrait plus rien faire, mais ça continuera à fonctionner pour la recherche. Donc on a une autre notion qui est la notion de réplica, où par défaut, Elasticsearch essaye de répliquer chaque shard une fois dans le cluster. Donc là, c'est ce qui fait. Le Twitter P4 qui était là, il a un réplica R4 qui est de l'autre côté. Ce qui fait que si je perds une machine, c'est pas grave, de toute façon, j'ai quand même une copie exacte de mes données. Et si je rajoute un autre nœud, je n'ai pas de slide pour ça, il va rebalancer cet ensemble. Il va essayer de s'arranger à avoir toujours une bonne distribution du nombre de shards par nœud. Okay. Alors avec Elasticsearch, vous pourrez démarrer un projet tout petit, vous avez un seul nœud, vous n'avez pas beaucoup de données, puis vous commencez à grossir, pas grossir, vous voulez déjà mettre de la réplication en place. Vous rajoutez un deuxième nœud data, bien, ça y est, vous avez votre réplication qui est active. Vous commencez à grossir un petit peu, vous dites, je vais rajouter un peu plus de nœuds parce que j'ai un peu plus de volume à traiter. Puis après, vous avez du big data, j'aime pas ce mot, mais bon. Voilà, vous pouvez grossir autant que vous voulez quelque part. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que les shards, c'est vraiment l'unité de travail d'Elasticsearch. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille.
Et la question qu'on se pose souvent, c'est combien de shards il me faut finalement pour traiter mon volume. Et la réponse est ça dépend. Et ouais, ça dépend. Il y en a qui connaissent déjà. Alors c'est pas qu'on est feignant, qu'on veut pas répondre, c'est que c'est vraiment pas une question facile à répondre, mais on va essayer de l'aborder un petit peu. Alors on va prendre un exemple, on va dire ici je vais collecter dans mon cas 1000 événements par seconde. Je fais donc 87 millions d'événements par jour, avec 1 kilooctet par événement, ça va me faire 82 gigaoctets par jour. J'ai besoin de 7 mois de rétention, j'ai besoin de gérer 7 terabytes de données sur mon cluster Elasticsearch. Okay. Alors, la première question à laquelle il faut répondre, c'est quoi la taille idéale d'un shard tout seul? Qu'est-ce que ça sait gérer un shard? Pareil, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la taille de vos documents, ça dépend du mapping que vous utilisez, des analyseurs que vous allez utiliser, de la complexité qu'il y a derrière tout ça, de votre cas d'utilisation, le type de requête que vous faites. Un truc important souvent, c'est le temps désiré pour les temps de réponse, ce que votre maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage vous demande. Quel est votre pic d'indexation? Le budget aussi est à prendre en ligne de compte. Pour ça, on a un talk, alors pour ceux qui sont au fond, vous ne le lirez pas, mais c'est pas grave, les slides, vous le verrez dans les slides. Il y a ce talk-là qui a été fait à Elasticon en 2016, qui décrit exactement comment on arrive à calculer la taille d'un shard. C'est du test, il faut vraiment faut tester. Et il y a tout un tas de méthodologies là-dedans qui vous expliquent ça. Disons qu'on a appliqué les recettes ici, et on a estimé qu'un shard, dans notre cas, pour notre use case, pouvait gérer 45 gigaoctets de données. Voilà, on va partir de ce postulat-là. Et on a vu aussi pendant ce test qu'on a fait qu'une machine physique typique de prod pouvait gérer jusqu'à 10 shards maximum par machine. C'est ce qu'on a vu dans notre cas. Alors avec tout ça, on va pouvoir commencer à faire un peu de calcul, puis se dire ok, j'avais 7 Tera à gérer, mes shards font 45 gigas, donc j'ai besoin de 160 shards pour gérer tout ça. Je sais que je peux avoir que 10 shards par machine, il me faut 16 machines pour 3 mois de log. Okay, c'est assez règle de 3. Ça se fait assez bien. Maintenant, la question, c'est combien d'index? On a dit qu'on pouvait avoir plein d'index. Est-ce que mes 160 shards, je vais les mettre dans un seul index? Peut-être pas. Alors, parce que ça pose des problèmes quand même. Ça va poser des problèmes si par exemple, j'ai mon Black Friday là, qui arrive, mon vendredi noir. Peut-être que je vais avoir un gros pic de charge et c'est plus 82 gigas par jour que je vais avoir, mais c'est 164 ou 160 ou 240 gigas par jour par exemple. Donc peut-être que du coup je vais arriver aux limites de mes 45 gigas que je m'étais fixé plus rapidement. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer demain. Vous pouvez aussi avoir un peu plus de succès que prévu et finalement, si vous avez fait votre early splitting dont je parlais et vous avez dit c'est un index avec 160 shards et je ne peux pas le bouger, on ne peut pas bouger cette valeur, du coup vous allez être un petit peu coincé. Comment vous allez gérer les deletes? Je veux faire de la purge régulière, je n'ai pas besoin de garder plus de 3 mois, donc au bout de 3 mois, il faut que j'enlève les vieilles données. Vous pouvez faire du delete by query dans Elasticsearch, mais ça c'est très coûteux, ça vous coûte très très cher. Un delete by query, c'est rajouter un document en gros qui dit que j'efface quelque chose. Donc plus j'efface, plus je consomme d'espace disque, donc c'est pas top. Il y a un mécanisme interne qui s'appelle le segment merge qui arrive en tâche de fond ensuite et qui va s'occuper de récupérer l'espace disque et compagnie, mais ça c'est des I/O disques qui vont vous coûter aussi très cher. Donc c'est pas l'idéal de faire un seul index avec 160 shards à l'intérieur. Souvent, on a dans ces cas-là, typiquement c'est les logs ici, c'est des données temporelles qu'on a. Donc des données temporelles, on a un timestamp et on a de la donnée associée avec, qui peuvent venir de logs, de réseaux sociaux, qu'importe. Il y a une particularité de ces données temporelles, c'est qu'elles ne changent pas. On ne sait pas revenir dans le passé pour réécrire l'histoire. Donc une fois qu'un log a été généré, il ne bouge plus. Généralement, sur le use case des datas temporelles, on va généralement chercher sur les événements les plus récents. Peut-être qu'on va chercher sur les 8 dernières heures et non pas sur toute la semaine ou sur les 3 mois. Donc ça peut nous apporter des pistes d'optimisation, ça. Les plus vieux documents sont moins importants. Et puis il y a une caractéristique, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand on a des pics,
on ne peut pas vraiment prédire que le pic est vraiment à l'avance. Il faut être capable de s'adapter sans arrêt. Alors pour ça, on a une réponse dans Elasticsearch qui s'appelle les Time-Based Indices, où vous allez dire que je vais créer, non pas un gros index qui contient 160 shards, mais je vais créer un index par période de temps. À vous de déterminer la période de temps. Par défaut, dans tous nos outils, Logstash et Bits, ils font un index par jour, mais vous pouvez augmenter ça. Vous pouvez dire, moi, non, finalement, j'ai pas beaucoup de volume, un index par semaine, par mois, par année, c'est largement suffisant, pourquoi pas. D'autres descendent à l'heure. On a des utilisateurs qui indexent 10 millions de documents par seconde, par exemple. Donc eux, évidemment, ils font pas un index au mois. C'est pas possible, parce qu'elle a. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Okay. Un truc important, c'est que comme on écrit ça dans le même cluster Elasticsearch, ça veut dire qu'on est capable de faire une requête, une recherche sur plusieurs index à la fois. Okay, c'est pas un souci pour nous. Alors, comment on fait? Typiquement, je vais dire que mon système qui me génère de la donnée là, temporelle, il va écrire dans l'index du jour. Et puis le lendemain, il va écrire dans l'index du lendemain. Et puis le jour d'après, il va écrire dans l'index suivant. Et quand vous exécutez une recherche dans Elasticsearch, vous pouvez faire je cherche dans logs-étoile, et du coup il va chercher sur tous vos index à la fois. Donc avoir un index avec 160 shards, ça a le même coût dans Elasticsearch qu'avoir 160 index avec un shard. Okay, c'est à peu près la même chose. Alors, il y a un problème avec ça, c'est que le client qui est ici, il doit être au courant de cette gestion des dates. Typiquement, pour l'indexation, à la limite, il peut se débrouiller, il peut à peu près savoir quelle est la date du jour, ça va encore. Mais si je veux faire une recherche sur donne-moi les documents que je cherche sur les 7 derniers jours, par exemple. Là, avec un wildcard du style logs-2017-10-étoile, le 1er novembre, ça ne va pas marcher, cette requête-là. Ça risque de pas marcher. Donc ou alors il faut que je mette un peu plus de logique aux côtés du client pour que le client dise que lui, il sait que c'est la date du jour, il fait moins 7 jours, et il passe la liste des index sur lesquels on veut chercher. Bon, c'est pas top. Vous avez une autre façon de faire, dont je vais parler juste après pour gérer ce problème-là. L'autre souci qu'on a, c'est que vous allez devoir créer un nouvel index chaque nuit, à minuit tous les jours. Vraisemblablement, vous n'avez pas envie de vous réveiller à minuit pour aller créer l'index avant que quelqu'un envoie de la nouvelle donnée. Donc pour ça, dans Elasticsearch, on a le système des templates. Et les templates vont permettre d'appliquer les règles que vous vous êtes fixées automatiquement à la création d'un index. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise cette API, là, on crée un template qui s'appelle logs. Dès que tu vas avoir un index qui commence par logs-, tu vas appliquer les settings que j'ai définis ici. Donc le nombre de shards, moi j'ai déterminé qu'avec 2 shards, je tenais une journée, ça faisait 45 gigas, j'ai besoin de 100 gigas par exemple pour ma journée, sans doute 2 shards suffiront. Je veux un réplica pour chaque shard, et je fais un refresh intervalle de 60 secondes qu'on va expliquer un petit peu après. L'intérêt de ce truc-là aussi, c'est que ça se met à jour, ce template, facilement. Vous refaites un put de la même chose. Vous savez que vous allez avoir votre vendredi noir. Et jeudi, à 16h, avant de partir, vous faites, allez, je fais un update du template, et là, je vais te mettre 10 shards, parce que je veux que tu m'absorbes la journée. À minuit, quand il va créer le truc, paf, il va être créé avec du coup les 10 shards. Et puis lundi, quand vous revenez, hop, je refais un update du template, je repasse à 2 shards à partir de maintenant. Okay, donc juste des templates, des modèles. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que mon client, il doit être au courant de où il doit écrire et comment il doit lire. Et dans Elasticsearch, il y a cette notion d'alias. Les alias sont des pointeurs virtuels vers des index concrets. Au lieu de dire à votre application qui émet de la donnée, écrit vers le nom de l'index concret qui est celui-là, vous pouvez dire, émet vers un alias qui s'appelle logs-write, et nous, d'un point de vue admin, vous, d'un point de vue admin, vous allez dire que cet alias, logs-write, il pointe vers cet index-là. Vous allez passer une autre commande d'admin, je vous montrerai tout à l'heure. Non, je ne vous montrerai pas, je crois pas. Vous allez créer
Non, je vais vous l'expliquer. Je change. La lecture, mon application, plutôt que de lui dire voici la liste des index dans lesquels tu dois aller lire, je peux te créer un alias qui s'appelle logs-read qui pointe vers mon index du jour. Et le lendemain, quand je vais créer mon nouvel index, je peux switcher l'alias logs-write. Donc mon applicatif, lui, il n'a pas à se soucier de la complexité, de l'implémentation physique derrière. Il l'écrit toujours dans logs-write, mais nous, on sait qu'on va aller écrire en fait dans cet index-là. Et logs-read, il va aller lire à la fois dans l'ancien et dans le nouveau. Okay. Donc l'alias permet de faire ça. Et le troisième jour, c'est pareil. La création de cet alias, l'affectation de cet alias logs-read à l'index qui est créé, vous pouvez faire ça dans le template qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans le template, directement, vous dites, en plus, avec les settings, le nombre de shards et tout ça, ben ça va dans l'alias logs-read. Ok, facile. Un petit détour. On a une API qui s'appelle la Rollover API. J'aimais beaucoup ce petit chien, hein, qui est joli. Cette API, elle vous permet de dire de faire automatiquement une rotation d'index, soit basée sur le temps, ou soit basée sur une taille en termes de nombre de documents qui sont existants dans votre index. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'alias qu'on a vu tout à l'heure, le logs-write qu'on a vu tout à l'heure. C'est cet alias sur lequel on va vouloir exécuter un rollover, en fait. Et quand on exécute l'API de rollover, il va créer automatiquement un nouvel index si on rencontre la condition qu'on a fixée dans l'API de rollover qu'on a déclenchée. Donc par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure où je disais que j'avais 45 gigas maximum, je vais dire, allez, je crée un index avec un seul shard, et je vais lui dire que moi, après 45 millions de documents, bah, ça serait bien que tu me changes de shard, en fait, que tu me crées un nouveau shard finalement. Bah, avec Rollover API, vous appelez toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes, j'en sais rien, l'API de Rollover. Vous lui dites de comparer est-ce que tu as plus de 45 millions de documents ou pas sur l'alias logs-write. Si oui, il va créer automatiquement le nouvel index et switcher l'alias logs-write pour vous et vous n'avez pas à vous soucier de tout ça. Il y a un outil qui s'appelle Curator qui est développé aussi par notre boîte, qui est open source, qui vous permet d'automatiser ça. Vous mettez ça dans votre cron tab et il va faire cet appel des rollovers pour vous. Donc ça peut être assez pratique. Il me reste 20 minutes. Même pas. 15. Ouh. 18. Oh, ça va, je suis large. Alors, Elasticsearch, on a pris des décisions au démarrage du projet qui n'étaient peut-être pas nécessairement les bonnes, mais on travaille dessus, on réfléchit sur ce qu'on va faire pour améliorer ça. Mais en tout cas, vous devez savoir qu'il y a des valeurs par défaut dans Elasticsearch aujourd'hui. Alors, imaginons que vous collectiez différents types de données. Comme ce sont différents types de données, vous allez les mettre dans des index séparés. Il y a des access logs qui ne sont pas du tout écrites la même chose que les application logs ou les MySQL logs. Ils n'ont pas le même contenu. Donc vous avez 3 différents types de logs. Vous avez un index par jour, c'est la stratégie qu'on a choisie par défaut. Dans notre use case ici, chaque index va faire 1 giga. OK. Par défaut, on a 5 shards dans Elasticsearch. Donc ça veut dire que chaque shard va faire va contenir 200 mégaoctets. Je vous ai dit tout à l'heure, un shard, typiquement, moi, il sait tenir 45 gigas là. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de perte. Bon. 6 mois de rétention, allons-y, pourquoi pas. 900 shards, ok. 900 shards pour gérer 180 gigas. Ouais. En fait, on a besoin de 4 shards pour gérer 180 gigas avec Elasticsearch. Okay. Chaque shard, je vous ai dit, c'est une instance de Lucene. Et ça a un coût, une instance de Lucene. C'est pas gratuit. Ça consomme des descripteurs de fichiers, ça consomme de la RAM, c'est vraiment pas neutre d'en avoir beaucoup. Et ouais, mais ben ça va pas être bon. Ça va mal se passer. Vous allez peut-être arriver sur le forum un jour en disant oh, j'ai un problème, j'ai eu une erreur, too many open files. C'est un truc qui arrive très souvent. Là, le gars, il a décrit exactement ce que je viens de vous décrire. C'est la même situation. J'avais fait une petite règle de 3, j'avais compté, j'ai dit ah oui, tu as quand même 5500 shards par nœud. C'est imaginer, pour faire un parallèle qui n'est pas tout à fait exact, c'est comme si vous aviez 5500 instances de MySQL tournant sur la même machine physique. C'est un peu lourd. Donc il ne faut pas faire ça. Okay. Donc il faut
arriver, avec ce que je vous ai dit jusqu'à présent, à limiter ce nombre de shards et optimiser votre usage du nombre de shards, d'un shard. Alors on a une autre API qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le Shrink API, qui vous permet de dire que, disons que, allez, c'était un Black Friday, j'avais besoin, pour être capable d'injecter tout le trafic que j'avais injecté, j'avais vraiment besoin de 10 shards pour ma journée. Mais à la fin de ma journée, je vais faire plus que de la lecture sur mes shards, j'ai plus besoin d'indexer massivement. Peut-être que ça serait bien de ramener à 2 shards en fait. 2 shards pourraient très bien suffire. L'API Shrink va vous permettre de faire ça. Il y a un petit peu d'opérations à faire, un peu manuel à faire. Il faut déplacer les shards sur la même machine physique, mais c'est un truc qui se fait par API, ce truc-là. Donc vous faites un shrink, vous dites je passe de 10 à 2 shards par exemple, puis après vos 2 shards, vous pouvez même votre index avec 2 shards, vous pouvez l'envoyer sur une machine avec des disques rotatifs par exemple, si vous voulez économiser un peu d'argent. Pourquoi pas, puisque ça va faire que de la lecture ensuite. Donc Shrink API. Alors, d'habitude, on va dire que on va se placer dans le contexte de la recherche là. On va dire que notre site marchand, il sert d'habitude 1 million d'utilisateurs. Okay. Puis on a notre Black Friday qui arrive. Allez, on va avoir 2 millions, 3 millions d'utilisateurs. Comment on va faire pour gérer ce cas-là? En fait, il suffit d'augmenter le nombre de réplicas, d'augmenter le nombre de machines physiques. Les réplicas vont pouvoir allouer sur toutes les autres machines physiques que vous avez. Donc au lieu d'avoir un réplica par défaut pour chaque shard, vous mettez dans ce cas-là 2 réplicas pour chaque shard et puis vous rajoutez vos 16 machines par exemple. Ou vous avez 3 millions d'utilisateurs, vous rajoutez 16 machines et vous augmentez le nombre de réplicas. Cette fois c'est plus 2 mais c'est 3 par shard. Et il va s'étendre automatiquement. Donc les réplicas vont vous permettre d'absorber cette charge finalement. Et puis quand Black Friday est fini, vous réduisez le nombre de réplicas et puis vous déprovisionnez successivement les machines et vous revenez à un état stable. Okay, donc vous avez cette scalabilité aussi qui est disponible en fonction de votre consommation et du nombre d'utilisateurs qui va augmenter. Tu parles de la charge en lecture là. En lecture. Ok. Donc les shards, c'est vraiment l'unité de travail chez nous. Okay. Alors les primaries, plus vous allez avoir de données, plus vous allez avoir besoin de shards, et plus vous voulez augmenter votre vitesse d'indexation, enfin votre capacité à indexer le volume que vous avez à gérer, et plus vous allez avoir d'écriture, et donc plus vous allez devoir distribuer ces écritures sur plus de shards. Okay, donc ça vous augmente votre nombre de primary shards. Pour les réplicas, ça sert à la fois à la haute dispo, ce qu'on a dit, mais aussi à la lecture. Pour améliorer les performances de lecture, du coup, vous pouvez augmenter le nombre de réplicas. Donc plus de lecture à gérer que la normale, c'est du coup plus de réplicas, avec plus d'espace disque consommé, certes, mais c'est le prix à payer. Alors, autre chapitre, il va falloir optimiser ce qu'on appelle l'API Bulk. Dans Elasticsearch, il y a une API qui s'appelle Bulk. Bulk, ça vous permet d'envoyer un ensemble de requêtes d'un seul coup, plutôt que d'essayer de faire une requête une par une. Donc en haut, par exemple, je veux envoyer 1000 documents vers Elasticsearch, je peux faire 1000 requêtes. Okay. Ça, c'est pas du tout optimum, parce que chaque requête nécessite des descripteurs de fichiers pour discuter avec votre client. Pardon. Hop, raté. Si vous utilisez l'API Bulk, vous allez pouvoir envoyer dans une seule requête HTTP un bulk de 1000 opérations d'indexation d'un seul coup. Et ça va être beaucoup plus efficace, pour plein de raisons, et une dont je vais parler encore après derrière. La question c'est quoi la taille idéale d'un bulk? Est-ce qu'il vaut mieux que j'envoie 4 requêtes de 250, 2 de 500, 1 de 1000? Comment je fais pour savoir ça? C'est quoi la réponse? Ça dépend. Évidemment, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre application, des langages, la taille des documents, le nombre de nœuds, la taille des nœuds physiques que vous avez en prod, le nombre de shards, la distribution des shards, etc. Donc, pas d'autre moyen, il faut tester, c'est pareil.
Vous testez différents scénarios, vous dites allez, je vais faire 4000 requêtes, j'ai combien? J'ai 1 million d'événements. 4000 requêtes de 250, j'ai 160 secondes de traitement. J'essaye 2500 avec 500 par batch, c'est 164, et puis 1000, par 1000, ça fait 155 secondes. Je teste. Il y a ce petit script qui est sympa, que mon collègue Pablo, qui a écrit cette presse, avait écrit pour ça. Donc en fait, il utilise Logstash ici pour faire ce test. Vous voyez, la partie E, l'input, en fait, c'est je lis depuis l'entrée, je fais aucun traitement, et j'envoie vers Elasticsearch, vers ce nœud-là. Et puis le flush size, c'est la taille du bulk. Donc c'est là où je dis, je veux mettre du 100, 250, 500, 1000, ce que vous voulez. Puis il a fait un petit script Unix où il essaye, il efface l'index, il fait une petite pause, et puis il exporte la valeur size, de façon à ce que ce soit lisible là-dedans, et il lance ensuite son truc et il mesure le temps. Puis il fait différents tests, 100, 500, 1000, 3000, 10 000, etc. Il fait 20 fois les tests et il prend la moyenne de tout ça pour dire, voilà, maintenant j'ai fait ma campagne de test, je mesure. Là, c'est les trucs qu'il avait trouvés. Il avait dit avec un cluster de 2 nœuds sur Amazon, des M3 larges, 7 Go 5 de mémoire, etc. Enfin, vous voyez les caractéristiques. C'est seulement les nœuds Elasticsearch, un nœud séparé pour Logstash, de façon à ne pas perturber non plus cette ingestion. Il a fait ses mesures et il a vu que, à peu près, peut-être que 5000, entre 5000 et 10 000, il y a peut-être la bonne valeur qui doit être quelque part par là. Donc voilà, vous testez, vous trouvez le bon nombre pour vous et ça sera le bon nombre pour vous. Ça ne veut pas dire que ce sera le bon nombre pour votre voisin, mais ça sera le bon nombre pour vous. Ensuite, il y a la question de distribuer la charge. Là, j'ai un petit peu envoyé quand même que vers un seul nœud. J'aime bien prendre les photos à la Quentin Adam quand il fait ses présentations qui bougent, là, c'est rigolo. En fait, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure dans le petit exemple Logstash, là, on envoyait vers un nœud Elasticsearch. Donc ce qu'on faisait, c'est que Logstash, il envoyait une autre million de documents vers ce nœud. Ce nœud qui reçoit la donnée, on l'appelle le nœud coordinateur. Après, lui, il va distribuer la donnée dans le cluster, mais pour autant, c'est quand même lui qui se prend l'impact de balle la première fois. Donc peut-être qu'on aurait intérêt à faire un petit peu de round robin et de dire, c'est peut-être pas la peine d'envoyer toujours au même nœud, ce serait peut-être bien de distribuer cette charge sur les différents nœuds. Alors pour ça, les clients, généralement, gèrent ce cas-là. Vous avez des clients qui peuvent vous permettre de Java ou autre, qui peuvent vous permettre de donner une liste de nœuds avec lesquels vous voulez dialoguer. Logstash et Bits vous permettent de définir ça dans un tableau. Donc au lieu de mettre un seul nœud, vous pouvez mettre je vais parler au nœud 1, nœud 2, nœud 3, puis lui il va s'occuper de faire ça. Il n'y a pas de sniffing dans Logstash et Bits pour l'instant. Il y en a dans certains clients, ça dépend de comment ils sont configurés, mais il y en a dans certains clients. Et pour l'instant, dans la version de Kibana ne peut se connecter qu'à un seul nœud, mais c'est des trucs qui devraient changer. Alors, ça, c'est vous gérez le problème côté client. Vous avez une autre stratégie, c'est de dire, en fait, je mets un load balancer en front, et c'est le load balancer qui va faire le load balancing. Ou vous pouvez dire à Elasticsearch, je veux dire, mets-moi un nœud un peu particulier, c'est un nœud qui n'est ni data ni master. Du coup, c'est ce qu'on appelle un nœud coordinateur pur. Et c'est lui qui va se prendre toute la charge et lui, il va balancer ensuite sur les nœuds data. Donc, il va faire le load balancing pour vous. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs, c'est avoir plusieurs nœuds coordinateurs si vous avez vraiment beaucoup de charge et dire pareil à vos Logstash de s'adresser à ces 2 ou 3 nœuds coordinateurs qui, eux, vont s'adresser aux 70 nœuds data qu'il y a derrière, éventuellement. Okay, une bonne stratégie. Encore une fois, tester, il faut tester. Donc vous testez avec plusieurs hosts, vous essayez sans round robin et avec round robin. Là, on a vu que pour 1000 documents à chaque exécution, on avait avec du round robin un petit gain. C'est pas très flagrant, c'est un petit cas de test qu'on a fait. Vous devriez voir des meilleures choses que ça, mais bon, c'est quand même un gain intéressant pour nous. Alors, utiliser des disques SSD. Pour indexer en tout cas, pour chercher c'est autre chose, mais si vous voulez vraiment être capable de gérer la charge, il va falloir utiliser des trucs sérieux. Pour que vous compreniez ce qui se passe dans Elasticsearch, il me reste 5 minutes je crois, il faut que je vous explique comment ça fonctionne quand vous indexez un document dans Elasticsearch. En fait, ça c'est la courbe de temps, vous indexez un document, le document va être mis dans un buffer Lucene, qui est en mémoire.
vous indexez un deuxième document, c'est bufferisé, on indexe un troisième document, c'est bufferisé. Et à un moment, Elasticsearch va déclencher ce qu'on appelle un refresh dans Elasticsearch, qui déclenche un flush dans Lucene, mais c'est le même principe, et ça va créer ce qu'on appelle un segment. Un segment, c'est l'index inversé, et c'est là-dessus, à partir du moment où vous avez un segment, c'est là que vous êtes capable d'exécuter des recherches. Ça veut dire quoi? Un, déjà, c'est que la recherche n'est pas temps réel, parce que quand vous indexez, il faut attendre un petit moment que le segment soit créé, donc par défaut, c'est 1 seconde pour la création du segment. La deuxième chose, c'est que ce qui peut se passer, c'est que pendant que vous faites ça, à un moment, votre nœud meurt, il disparaît, et les données que vous avez dit à votre client, oui, je les ai bien indexées, en fait, elles sont perdues, vous ne les avez pas indexées, puisqu'elles étaient en RAM. Donc on crée une autre data structure quand on indexe un document, qui s'appelle le transaction log. En même temps qu'on va envoyer dans le buffer les opérations à indexer, on va les écrire dans un transaction log dans Elasticsearch. Ce transaction log est stocké sur disque, je vais vous en parler après. À un moment, on fait pareil des flushs du segment, et à un moment, on fait ce qu'on appelle un flush d'Elasticsearch. Un Elasticsearch flush, ça fait deux choses. Ça vide le transaction log, mais surtout, ça fait un Lucene commit. Un Lucene commit, ça va écrire les fichiers sur disque, et ça va garantir qu'ils sont vraiment écrits sur disque avec du fsync, qu'ils sont vraiment écrits. Donc c'est pour ça qu'on peut, du coup, dégager le transaction log. Dans la version 6, c'est pas tout à fait exact, le transaction log va être roulant, il va rester à 512 kilooctets sans arrêt, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Alors, l'opération de refresh crée tous ces petits index, c'est créer plein de petits fichiers, et à un moment, ces petits fichiers, il va falloir qu'Elasticsearch les agrège ensemble de façon à faire un plus gros fichier plutôt que d'avoir plein de petits fichiers. Ça va coûter cher en I/O. Et pour vous éviter de payer ce coût-là, vous pouvez changer le paramètre dont j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle le refresh interval. C'est un settings dynamique, donc vous pouvez faire un appel à cette API en disant juste je veux changer maintenant le refresh. C'est plus toutes les secondes que tu génères un segment, c'est toutes les minutes. Ça va vous générer des segments plus gros, mais moins fréquemment. Et là, vous allez gagner en opération d'indexation. Par contre, le prix à payer, c'est que vos utilisateurs ne pourront pas chercher leurs documents avant 1 minute. Donc il faut trouver la bonne balance pour vous. Donc pareil, on teste, on regarde la différence. Ouais, une petite amélioration aussi de 159, cette fois je passe à 152. Bon, pourquoi pas, toujours ça à apprendre. Un autre point, qui utilise Elasticsearch version 1 quelque chose encore? Il y en a? Ou vous avez honte de le dire? Bon. Ou des zéros quelque chose, ouais, c'est encore, ça pourrait être mieux. Dans les versions 1 d'Elasticsearch, enfin jusqu'à la version 1.7, ce qu'on faisait, c'est le transaction log, on faisait du fsync toutes les 5 secondes. Le problème de ça, fsync, c'est je garantis que c'est écrit sur disque, hein. Le problème de ça, c'est que dans cet intervalle de 5 secondes, il était possible qu'un nœud crash, ou que les deux nœuds crash, qu'importe, et ça veut dire qu'on avait perdu la donnée complètement. Donc c'était pas bon pour nous, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé ça, et on a mis maintenant un fsync sur chaque requête. Quand je dis requête, c'est pas chaque indexation de document, c'est chaque requête. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des bulks. Le bulk, c'est une requête, donc je fais un fsync d'une requête, et non pas un fsync de 1000 documents. Donc par contre, ça coûte un peu plus cher, mais on a testé, c'est pas si cher que ça, on a quand même préféré le faire. Alors, on arrive à amortir le coût parce que si vous faites plein d'indexations parallèles, plusieurs bulks peuvent même partager la même opération de fsync. Donc finalement, c'est pas trop coûteux ce truc-là. Mais si vous voulez vraiment gagner en performance d'indexation, vous pouvez changer ce settings, pareil, c'est dynamique. Vous pouvez dire je change index.translog.durability, par défaut, c'est à chaque requête que je fais un fsync. Vous pouvez dire non, je le remets dans l'état dans lequel il était en version 1.7, c'est-à-dire en async. Et vous pouvez éventuellement dire c'est toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 20 secondes, etc. Donc vous allez améliorer votre throughput avec le risque, que vous devez vraiment être conscient de ça, que éventuellement vous allez perdre de la donnée si vous avez une catastrophe. Mais à vous de le juger. Donc vous regardez, là pareil, on teste 152, on passe à 143, et c'est peut-être bien, ou pas. À vous de voir. Bon, j'ai plus de temps. Donc on a vu la stack. Vous avez vu qu'on peut faire pas mal de choses avec ça, elle est très flexible. Rappelez-vous que le shard, c'est vraiment l'unité de travail sur laquelle il faut vraiment se focaliser quand on design un cluster Elasticsearch. Ça a un impact à la lecture, à l'écriture.
Il faut tester, absolument, distribuer la charge, jouer avec le refresh interval dans certains cas. Si vous pouvez, en étant très attentif aux conséquences, changer le async. Et vous voyez un tableau final, on était parti de, j'ai même pas mis 100 bulk. 100 bulk, c'était encore pire que ça, mais de, je sais pas, 200 secondes de traitement à 143 secondes de traitement, ben voilà, on peut améliorer notre performance d'indexation avec tout ça. La 6.0 finale sort bientôt. Elasticon 2018, c'est le CFP normalement est clos maintenant. Si vous travaillez sur une application bonne pour l'humanité, on a un truc qui s'appelle le Cause Awards, dans lequel on remet des prix, on aide, on fournit éventuellement des instances cloud qu'on peut aider. Si vous voulez venir à Elasticon 2018, mais que vous avez des difficultés financières pour le faire, et que vous êtes éligible au programme, il faut lire les conditions du programme, vous pouvez appliquer à Elasticon/grant. Voilà, il y a des communautés pour lesquelles on va essayer de faire des choses, on a un petit budget là-dessus. On a des trainings qui arrivent, avec 20%, mais ça vous le verrez dans les slides, je passe. Et puis, mes slides sont disponibles ici, et j'ai fini. Merci. J'ai dépassé de 3 minutes du coup. C'est bon, ça va? C'est bon. Alors, est-ce qu'on avait des questions du coup? Enfin, je vais regarder s'il y en a. Ah, 2 questions. Que pensez-vous de l'engouement de Prometheus pour les métriques et quel rôle peut jouer dans ce nouvel écosystème? Bah, je ne connais pas les concurrents, donc je ne peux pas répondre à ça. C'est bien. Chaque Pepsi a son Coca, chaque Coca a son Pepsi. Je sais pas. J'ai rencontré un développeur de Prometheus, très brillant d'ailleurs. Donc je n'ai pas d'idée. On ne fait pas que du métrique. Alors, Elasticsearch c'est une stack, enfin Elastic c'est une stack qui fait plein de choses, y compris du métrique. Donc on le fait peut-être moins bien que ce que va faire Prometheus. Si c'est que du métrique pur, peut-être qu'on le fera moins bien qu'eux. Pour l'instant, c'est sûr qu'au niveau du storage, on n'est pas les meilleurs là-dessus, mais ça va s'améliorer, notamment dans la version 6. Est-ce que je fais du support? En tant qu'évangéliste, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Mais là, c'était sur Disqus. Je réponds beaucoup sur la mailing list open source et on aide beaucoup nos utilisateurs qui sont très importants pour nous. Donc, oui, j'aide au maximum. Bon, voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser après. Il n'y en a pas d'autres, ouais, c'est ça. Et merci, bonne conférence.